Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va s'intéresser à l'Union africaine avec le lancement de ce sommet dit historique sur la zone de libre-échange. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a qualifié jeudi d'historique le sommet de l'Union africaine de Niamey qui doit lancer la zone de libre-échange continentale africaine. La zone de libre-échange continentale africaine que nous nous apprêtons à porter sur les fonds baptismaux ambitionne de constituer à terme un marché continental intégré. Il s'agit d'une remarquable réalisation qu'on peut même qualifier d'historique, a affirmé M. Faki en ouverture du conseil exécutif du sommet réunissant les ministres des Affaires étrangères. Malgré les retards enregistrés, poursuit-il, les pères fondateurs de l'UA doivent être heureux et nous bénir de là où ils sont. On en parle ce soir avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Déjà d'entrée, est-ce que vous partagez l'optimisme de Moussa Faki Mahamat? Pas totalement pour deux raisons. La première raison, il parle des fondateurs certainement de l'organisation de l'Union africaine, de l'OUA déjà. Quand on retourne à cela, regardez ce que quelqu'un comme Kwame Nkrumah avait écrit. Cette affaire du marché africain, il en parlait depuis combien d'années? Donc pour moi, quand on dit historique, je ne vois pas qu'est-ce qui est historique. Au contraire, nous sommes très en retard par rapport à de la réflexion qui avait déjà existé, très en retard également par rapport à un contexte internal qui impose, je dis bien qui impose les grands ensembles. L'autre élément qui me fait peur avec ce historique, on nous a plusieurs fois annoncé des sommets comme étant des sommets historiques, et après le sommet a accouché, la montagne plutôt a accouché d'une souris. Et il faut qu'on fasse attention avec cette zone de libre-échange qui est effectivement une perspective extrêmement intéressante pour l'Afrique d'un point de vue économique, mais il faudrait qu'elle soit bâtie sur des bases solides. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a déjà des zones de libre-échange avec la CEDEAO. Il n'y a que 10% là-bas de commerce interne. Avec l'UEMOA, il n'y a que 14% là-bas de commerce interne comparé à l'Union européenne où on est à 75%. Donc, il ne s'agit pas de déclarer les choses seulement, mais il faut également que ce qui a été déclaré soit mis en pratique pour que dans la réalité, qu'on soit en face effectivement d'un marché africain. Alors, avec ce nouveau marché africain, est-ce que vous ne voyez pas une nouvelle approche des chefs d'État pour aller au-delà de ce que l'UEMOA et la CEDEAO sont, par exemple? C'est tout ce qu'on souhaite. Parce que ceux qui ont réfléchi là-dessus, ce n'est pas seulement les chefs d'État. Vous avez des groupes de la société civile, des économistes. Les gens disent que si les choses se font comme il se doit, ces chiffres dont je parle peuvent être boostés de 33%. Et c'est extrêmement important parce que nous sommes vraiment dans le paradoxe absolu en Afrique. Regardez toutes les tonnes d'oignons qui nous proviennent de la Hollande. Je n'ai rien contre la Hollande. Mais le Niger, le Mali, le Burkina sont capables de produire des oignons. Est-ce que ceux-là ne peuvent pas s'occuper du marché africain en améliorant la qualité également du produit qu'ils mettent à notre disposition? Regardez tout ce qu'on déverse dans nos pays comme poulet de chair venant du Brésil. Je n'ai rien contre le Brésil également. Je ne crois pas que produire des poulets de chair demande des compétences extraordinaires qui sont en dehors de nos compétences au point que nous ne soyons pas en mesure nous-mêmes de produire les poulets que nous allons manger. Et quand on parle du marché africain, c'est ça également. Il faut booster la production. Si on booste la production, on règle en partie la question du chômage, qui est un drame dans pratiquement tous les pays africains. Mais faudrait-il que le travail soit effectivement fait pour que le résultat attendu soit celui qu'on va avoir avec cette zone de libre-échange? Alors, quand les chefs d'État parlent d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici à 2022, ça veut dire que c'est de l'utopie? Non, ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas de l'utopie. Les exemples que je donne montrent que dans ce qu'il y a lieu de faire, il y a des choses qui sont faciles. Les oignons, la viande, il y a des choses qui sont faciles. Il y a des choses, par contre, qui sont plus difficiles parce que l'Union européenne est allée de façon progressive avant d'avoir un marché commun. Nous, on commence par le marché commun. Il y a des pays qui sont plus industrialisés par rapport à d'autres. Ceux-là, le marché commun les arrange, puisqu'ils trouvent un autre espace où ils vont pouvoir vendre leurs produits. Les pays de l'Interland, les pays qui ne sont pas des pays côtiers, si on demande qu'on laisse tomber les tarifs douaniers et les autres tarifs qui ne sont pas douaniers,
ces pays qui vivaient sur cet axe vont vivre avec quoi? C'est pourquoi il y a un appel de la CNUSED, qui est une structure spécialisée sur ces questions de commerce et de développement de l'Organisation des Nations Unies, qui dit que si on veut réussir cette zone de libre-échange, il faut des règles simples, il faut des règles souples, il faut des règles transparentes, mais il faut également que ces règles soient évolutives, parce que si l'on veut tout mettre en même temps, il y a un certain nombre de pays qui vont se retrouver dans une situation difficile, parce qu'ils vont être plutôt un marché dans lequel les gens vont déverser leurs produits. Le deuxième danger qu'on court, il faudrait qu'on fasse attention, qu'on ne parle pas d'un marché africain et que ça soit un marché africain de produits étrangers. Parce qu'il y a des entreprises étrangères installées dans les pays africains. Là également, il y a cette discussion, j'espère qu'ils vont trancher la question sur qu'est-ce qu'un produit africain. C'est-à-dire, le produit doit contenir quel pourcentage d'intrants africains pour qu'on le considère comme étant un produit africain. Il faudrait qu'on fasse attention pour que les multinationales viennent prendre tout le marché africain, mais on va se retrouver à la case de départ. Il faut aujourd'hui que nos entreprises, que nos industries prennent le devant. Si elles ne sont pas assez fortes, que l'État les aide et que les entreprises et les industries également se mettent ensemble pour avoir la puissance qu'il faut pour que le marché africain soit d'abord occupé par les Africains. On a vu le Nigeria qui était très réticent dès le départ à cette zone de libre-échange qui finalement a signé cet accord. Est-ce que ça veut dire que le projet tel qu'il est conçu offre aux yeux du Nigeria suffisamment de garanties de réussite pour qu'il accepte de signer finalement? Mais il y a des garanties. Le Nigeria, son problème, c'est que le Nigeria avait déjà un marché. C'est l'Afrique de l'Ouest. Quand on l'ouvre, c'est lui le géant de l'Afrique de l'Ouest. Il y a d'autres géants qui vont rentrer en Afrique de l'Ouest. Donc, si le Nigeria n'est pas dans une position de pouvoir concurrencer ces autres géants de l'Afrique, le Nigeria va voir ses parts de marché à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest diminuer à cause de la concurrence des autres. Parmi les autres, vous avez un certain nombre de pays maghrébins qui ont des produits à proposer, y compris des produits manufacturés. Vous avez l'Afrique du Sud, etc. Donc, c'est pourquoi, à un certain moment, surtout ce n'est pas l'État du Nigeria en tant que tel, c'est le patronat du Nigeria. Parce que l'État du Nigeria était là, l'ancien président Obasanjo a grandement participé à cette avancée, le richissime Nigérien également, Dangote, a participé à la mise en place de ce marché. Mais après, les gens se sont rendus compte que le marché n'était pas un boulevard ouvert pour le Nigeria tout seul, mais il va falloir que le Nigeria améliore ses produits, il va falloir que le Nigeria concurrence d'autres produits sur le marché de l'Afrique de l'Ouest, mais également à l'intérieur de son propre territoire. Alors justement, est-ce que l'Afrique qui veut devenir une sorte de marché unique aujourd'hui a les moyens, par exemple, quand on voit le niveau d'industrialisation en Afrique, il est suffisamment embryonnaire pour concurrencer de grandes structures qui délocalisent? Oui, mais c'est pourquoi il faut que, quand on prend de grandes mesures, qu'il y ait de l'accompagnement. Quand vous regardez les oignons qui nous viennent ici, quand vous regardez les poulets qui nous viennent ici, comment des produits faits ailleurs traversent l'océan, arrivent chez nous et d'un point de vue coût, vont se trouver plus concurrentiels que les produits que nous avons faits sur place. Il y a un problème. Il y a un travail à faire pour que les opérateurs économiques, qu'on leur facilite la tâche pour que ces gens-là puissent mettre en place des structures suffisamment grandes, parce que cette fois le marché existe, les gens avaient peur, et avec raison. Imaginez si j'installe une usine qui produit des téléviseurs au niveau du Togo. L'usine est capable de produire, j'allais dire tout simplement, 3000 postes téléviseurs par jour. Mais si je produis pendant 10 jours, je risque de m'arrêter. Qui va l'acheter? Mais si c'est à l'échelle du marché africain, je peux trouver des preneurs. Et c'est dans cette perspective qu'on doit se mettre, quitte à voir sur les questions des produits manufacturés, sur les questions de la production agricole, sur la question de la production animalière, puisque nous avons des zones géographiques qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas les mêmes prédispositions, voir comment, de la même façon que l'Union européenne l'avait fait, venir trouver un pays qui est dans la difficulté. On a vu dans le marché commun les agriculteurs se plaindre tout le temps, parce que pour pouvoir avoir ce marché commun sur le plan agricole, il a fallu dans l'Union européenne de temps en temps dire à tel pays, attendez, tu vas réduire un peu ta production parce qu'il faut laisser l'autre également monter. Il faut que les gens soient prêts à ce qu'on en arrive à ce niveau pour que tout le monde se trouve avec son compte
dans une certaine mesure au niveau de ce marché commun africain. Et c'est pourquoi j'aime bien cette souplesse dont parle la CNUSED, parce que c'est cette souplesse qui va pouvoir permettre à tous les pays africains de se reconnaître dans ce marché. Mais si on laisse la concurrence aller directement, il y a des pays qui risquent de refuser de signer parce qu'effectivement, leur potentiel sur le plan industriel est encore véritablement embryonnaire. Mais justement, un marché unique africain, ça risque également de peut-être faire disparaître, sinon véritablement porter un coup dur aux petits producteurs agricoles et industriels. Non, il suffit de voir la politique qui va être utilisée. Quand vous prenez la production du lait au Maroc, vous vous rappelez la grève, on a parlé ici de cette grève, mais c'est de petits producteurs en petits producteurs, mais organisés sous forme de coopérative, de sorte que le Maroc était capable de produire du lait pour tout le Maroc et produire du lait à les vendre en dehors du Maroc. On peut faire exactement la même chose. L'Afrique a connu ces étapes de coopérative, mais on n'était pas allé jusqu'au bout par rapport à ce truc de coopérative, puisqu'il ne s'agit pas de dire aux gens produisez des oignons, il faut leur trouver également un marché dans lequel ils peuvent vendre ces oignons. Et il faut que la vente permette à ceux qui produisent de vouloir améliorer la production, de vouloir augmenter la production. Et ça, il faut que les États s'y mettent. On a tout simplement un problème de volonté politique. Ce n'est pas des potentiels qui manquent à l'Afrique pour se développer. S'il n'y avait pas de potentiel dans ce pays, pourquoi l'Afrique intéresse tant les Chinois, les Japonais, les Américains, les Russes, les Israéliens, les Turcs? Pourquoi tous ces gens veulent venir en Afrique? Mais c'est là où le marché-là est un élément important pour que, avant que les autres en profitent, que les Africains en profitent d'abord. Justement, ce marché même de libre-échange, est-ce qu'on peut dire que c'est une volonté qui vient réfléchie par les Africains, par les dirigeants africains, pour ouvrir l'Afrique aux produits africains, ou bien c'est ceux-là qui ont des visées sur l'Afrique, qui ont poussé un peu à cela pour qu'ils aient des marchés plus grands? Il y a les deux en fait, parce que depuis la conception de l'organisation de l'Union africaine, quand je parlais de l'ancien président du Ghana, Kwame Nkrumah, les gens avaient déjà pensé à cette Afrique unie, aussi bien sur le plan économique, sur le plan politique, etc. Les gens y avaient déjà pensé. La monnaie unique, les gens y avaient déjà pensé. On continue à parler comme si c'est quelque chose qui est nouveau, alors que les gens avaient déjà réfléchi sur une telle chose. Mais le problème, on se rappelle la phrase de l'ancien président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire ne va pas être la vache laitière des autres pays. C'est ça qu'il faut éviter ici. Parce que si on veut faire un marché commun, il faut qu'il y ait un arbitrage pour qu'il y ait un tant soit peu d'équilibre. Et c'est là où le rapport de la CNUSED est extrêmement important parce qu'il montre les potentialités qui sont là, il montre en même temps les risques. Ils font des propositions de solutions pour pouvoir surmonter les obstacles qui peuvent être devant. Mais si les gens prennent en compte l'ensemble de ces éléments, on peut mettre en place ce marché, et comme le dit le rapport de la CNUSED, de façon évolutive. Bon, ils prennent en compte cela parce que je ne sais pas s'ils parviendront à le faire, parce que généralement on doit s'entendre en disant on libère les marchés, mais ils sont en train de demander à chaque pays de donner la liste de ses produits sensibles. C'est-à-dire le pays actuellement repose sur un produit particulier. Si on doit venir le concurrencer immédiatement sur ce produit, à la limite, le pays risque d'avoir des problèmes avec son budget. Je trouve que c'est déjà une bonne démarche pour permettre à un pays de rester debout, mais de prendre de façon évolutive également le chemin d'un marché unique et de savoir que demain, les autres viendront dans son marché et vont le concurrencer. À lui de faire le travail nécessaire pour pouvoir résister d'abord à la concurrence dans son espace géographique et même aller faire de la concurrence dans l'espace géographique de l'autre, puisque le marché est ouvert. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et nous sommes vendredi. C'est le sport. On se retrouve tout à l'heure avec l'invité sport.